Bonjour à tous. Donc, mon nom est Jean-Michel Servan, je suis le président de France Bois Forêt. Je vous remercie d'être présent ce matin pour cette conférence de presse où nous vous accueillons avec mon collègue Frédéric Carteret, président de France Bois Industrie Entreprise, pour vous présenter le manifeste de la filière bois. Je suis très heureux d'être là ce matin. Juste un petit mot d'accueil pour vous donner les modalités en fait, de cette conférence de presse. Donc, nous allons dérouler en fait, notre présentation sur environ 3/4 d'heure avec Frédéric. Et ensuite, nous passerons à une séquence de questions-réponses. Et donc, sur cette séquence de questions-réponses, vous pouvez dès maintenant commencer à poser vos questions. Normalement, vous devez voir sur votre écran un petit outil qui vous permet de poser vos questions et ces questions seront regroupées en fin de séance et nous vous y répondrons autant que faire se peut avec nos collègues que nous allons vous présenter dans un instant. Voilà, juste un mot peut-être pour vous rappeler ce qu'est France Bois Forêt. France Bois Forêt, c'est l'interprofession nationale de la filière bois, complémentaire de FBIE. Et donc nous comprenons 24 membres et nous couvrons tout le périmètre de, on va dire, la pépinière, les semenciers, les forestiers, propriétaires, gestionnaires, les transformateurs de bois et également un certain nombre d'usages comme le bois dans la construction, l'emballage et notamment l'emballage et la caisserie, la logistique, etc. Enfin, donc notre périmètre est assez vaste. Notre rôle, en fait, c'est de promouvoir le bois et en particulier de financer des actions de développement soit en termes de R&D, soit en termes de communication. Également, nous gérons un observatoire économique de la filière avec le Codifab. Frédéric ? Écoute, merci beaucoup. Je suis ravi également de vous accueillir. Donc, Frédéric Carteret, je suis le président donc, de France Bois Industrie Entreprise. Eh bien, en fait, nous sommes le parallèle de France Bois Forêt et nous réunissons plutôt toutes les entreprises et les organisations professionnelles qui sont issus de la dernière transformation et de la mise sur le marché final. Alors, nous réunissons 8 organisations professionnelles. Nous allons de la pâte à papier, en allant jusqu'à la maison, la construction. On passe par l'ameublement, bien entendu, ou encore par les panneaux de process ou les panneaux de particules. Nous réunissons essentiellement des artisans, des industriels et, bien entendu, énormément de PME. Alors, en propos introductif, en complément de celle de Jean-Michel, j'aimerais simplement dire une première chose. C'est une question qui m'a été posée il n'y a pas très longtemps et sur laquelle on m'a demandé comment revendiquer la solidarité de l'État, bien souvent, alors que vous n'avez pas l'air de faire filière. J'ai une bonne nouvelle, nous sommes là et nous sommes là en face de vous pour montrer et prouver cette façon de faire filière. Nous souhaitons également, donc, dans cet exercice inédit, vous présenter donc, notre vision stratégique et les mesures nécessaires que nous portons et que nous soutenons. Nos forêts, fierté nationale, sont dans la vie de tous les habitants de notre pays reconnus pour ses qualités nombreuses, son confort. Le bois nous entoure tous. Donc aujourd'hui, nous allons vous parler d'un sujet qui nous touche tous en tant que citoyens, des problématiques nationales prioritaires dans le cadre de nos engagements pour lutter contre les effets du changement climatique. J'ai pour habitude de dire, nous sommes la première génération à en prendre conscience, mais nous sommes également la dernière génération à pouvoir se mobiliser et faire changer cet état de fait. C'est ainsi pour mieux agir et pour mieux protéger et gérer durablement cette ressource exceptionnelle, pour développer également, bien entendu, les usages et les emplois que nous sommes avec vous ce matin. Au commencement d'une année électorale importante pour notre pays, de nombreux secteurs économiques présentent à la presse, aux responsables politiques, un état des lieux, de la situation et des attentes pour les années à venir. Eh bien aujourd'hui, la filière forêt-bois fait aujourd'hui cet exercice de bilan, d'interpellation des pouvoirs publics, des candidats à l'élection présidentielle et de vous, journalistes, relais, bien entendu, de l'opinion publique, et nous allons tracer devant vous les grands enjeux à venir et vous présenter nos propositions concrètes. Jean-Michel, à toi. Merci.
Avant de peut-être rentrer dans le vif du sujet, faire une présentation de nos amis et collègues qui sont présents ce matin pour nous aider dans cet exercice. Pardon, on est allé un petit peu vite. Donc sur ma droite, je ne sais pas si tout le monde le voit, donc Luc Charmasson, qui est le président du comité stratégique de filière bois. À ses côtés, Paul Jarquin, qui est le président de FIBois France, qui regroupe les interprofessions nationales, les interprofessions régionales, je me trompe, pardon. Dominique Weber, à ses côtés, qui est le président du CODIFAM, donc le comité de développement des industries françaises de l'ameublement et du bois, et qui est également d'ailleurs vice-président du CSF. De l'autre côté de la table, Jacques Ducerf, donc, qui est président de la Fédération nationale du bois. Fabrice Denis, directeur général du pôle Construire autrement de Bouygues Construction. Et enfin, le meilleur pour la fin, Dominique Jarlier, le président de la Fédération nationale des communes forestières. Voilà. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Comme l'a dit Frédéric, on est dans un moment particulier de notre histoire où l'humanité fait face à deux crises majeures. Celle que vous connaissez tous, la crise du changement climatique, mais également l'effondrement de la biodiversité. Donc face à ces deux défis, la filière forêt-bois, nous avons notre rôle à jouer. Et pour cela, il faut déjà se dire qu'il faut comprendre les limites en fait, des approches statiques sectorielles qui sont souvent l'angle pris par les spécialistes. Il faut absolument, pour adresser ces questions-là, avoir une vue à la fois globale, dynamique et systémique. Notre filière, la forêt, le bois, nous sommes des victimes, nous subissons le changement climatique. Mais en même temps, ce que nous allons essayer de vous démontrer ce matin, c'est que nous sommes une partie de la solution. Alors, je vais prendre 10 minutes de leçon de choses là, pour essayer d'expliquer comment, avant de rentrer dans le détail des mesures que nous proposons. Et vous expliquer à ce titre pourquoi notre filière, en fait, quelque part, est stratégique et que c'est donc bien un enjeu de souveraineté pour la nation. Alors, les petits mots-clés là, de ce qui va venir, donc on va parler un peu de chimie, on va parler de carbone, puisque le carbone, c'est le matériau, c'est l'atome, en tout cas, qu'on retrouve dans tout le monde vivant. On va parler de flux, de stock, de puits, de pompes, de vélos. Voilà. Donc, sur le principe fondamental, en fait, c'est les 3 S. Hein. Je vais prendre 5 minutes pour expliquer ça. Donc, c'est un moyen mnémotechnique de se rappeler, en fait, les 3 grands rôles de la chaîne forêt-bois par rapport à ces enjeux de décarbonation. La séquestration, le stockage, la substitution. Et ce sont bien des actions complémentaires. Alors, la première chose, c'est la séquestration. Alors, c'est un vilain mot, mais c'est bon, pour obtenir cet effet de mnémotechnique des 3 S, on l'a préféré, ça fait des années qu'il est préféré au mot de captation, qui est plutôt le mot qu'utilisent les anglo-saxons. Le principe derrière, c'est la photosynthèse. Donc, en fait, il y avait récemment, je crois qu'il y a 2 mois, un milliardaire américain qui avait proposé un prix à quelqu'un qui trouverait un système qui permettrait de capter le CO2 atmosphérique pour en faire un matériau. Ça tombe bien, ça existe depuis des millions d'années, ça s'appelle les arbres. Et donc, le sujet, c'est que, en fait, comment fonctionnent les arbres? C'est la photosynthèse. Donc, ils captent, en fait, ils se nourrissent du CO2 atmosphérique, qui est justement ce qu'on essaie de réduire pour limiter l'effet de serre. Ils prennent de l'eau dans le sol, et avec ça, ils construisent 2 choses. Du bois, donc ce matériau fantastique, on va voir pourquoi, et également, ils produisent de l'oxygène qui va servir aux êtres vivants, dont nous. Donc le rôle des arbres, en fait, voilà, il est particulièrement unique. Et de quoi se composent les arbres? En fait, ce sont des chaînes dans ce matériau, alors un petit peu technique, je vais prendre 30 secondes, des chaînes hydrogénocarbonées, donc par trouver du carbone, de l'oxygène, de l'hydrogène. Une majorité de carbone, c'est ça qu'il faut retenir. En masse, plus de 50% de la matière anhydre du bois, c'est du carbone. Voilà. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Ensuite, ce qu'il faut se dire, c'est que ça se produit au niveau de chaque arbre. Mais les arbres ne sont pas tous pareils. Les arbres n'ont pas tous la même taille, ils ne croissent pas tous à la même vitesse. La croissance des arbres, alors évidemment ils grandissent, mais elle se fait surtout, en tant qu'on parle de masse, de volume, elle se fait comme cela, c'est-à-dire par un accroissement, et on voit très bien quand on coupe un arbre, les cernes d'accroissement. Donc c'est comme ça que ce stock finalement, ce carbone atmosphérique qui rentre dans le matériau. La productivité d'un arbre, en gros, c'est entre moins de 3 mètres cubes par hectare et par an, jusqu'à plus de 15 mètres cubes par hectare et par an. Donc c'est absolument pas la même chose suivant le type d'arbre, et c'est pas non plus linéaire dans le temps. Voilà.
Ça, c'est des choses très importantes. Donc, il y a une grande diversité, en fait, qui est ensuite aussi une diversité de territoires et une diversité de stations, c'est-à-dire la combinaison du type de sol et du climat. Et ces critères-là vont devenir de plus en plus importants avec le changement climatique, puisque, en fait, les exigences vis-à-vis de la croissance des arbres vont être plus importantes du fait des déficits hydriques, notamment dans les périodes estivales. Donc, ce sujet de la compréhension de comment fonctionne cette pompe à carbone, parce que c'est une pompe que sont les arbres, elle est de plus en plus importante. Sur ce point, en fait, j'insiste un tout petit peu donc, sur cette question de pompe, parce que bien souvent, on entend parler de puits. Alors, ce n'est pas que c'est inexact, mais je trouve que ça ne reflète pas la réalité de la dynamique de ce qu'est la forêt. Une forêt, c'est un système dynamique et qui fonctionne en permanence. Chaque année, par exemple, en métropole, donc au stock qui fait aujourd'hui à peu près 3 milliards de mètres cubes de bois sur pied, je ne sais pas si 3 milliards de mètres cubes, personne n'arrive bien à se le représenter, en forêt métropolitaine, pour les 17 millions d'hectares de surface de forêt. Tous les ans, cette pompe, elle rajoute 100 millions de mètres cubes à peu près. Voilà, donc on est au 31 décembre 2021, on est à l'état zéro. À la fin de l'année, il y aura 100 millions de mètres cubes de plus en forêt qui aura été stocké par la photosynthèse. Donc toute la question qu'on va avoir maintenant, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de ces 100 millions de mètres cubes? Alors déjà, il y aurait une tentation qui serait de dire on ne gère rien, on laisse aller, etc. Alors il faut se rappeler quand même que ça, c'est un peu une voie sans issue, parce que les forêts à l'équilibre, qui ont leur fonction, bien entendu, puisque la forêt a d'autres fonctions que la production de bois, par exemple, quand on parle des forêts primaires, ce sont des forêts qui aujourd'hui ne jouent plus ce rôle de pompe. Bon, elles ont d'autres fonctions fondamentales en termes de protection de la biodiversité, par exemple, mais en termes de pompe, elles sont à l'équilibre, c'est-à-dire que leur bilan est nul. Autrement dit, le carbone qui est relargué par la mortalité, par les incendies, par les tempêtes, par toute la vie, entre guillemets, naturelle des forêts, en fait, il vient compenser négativement, en fait, le rôle de captation des forêts. Voilà. Alors évidemment, aujourd'hui, là, je prends ce matin, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, l'angle du carbone, mais évidemment, les forêts, ça ne sert pas qu'au carbone, ça sert aussi à la biodiversité, ça sert au cycle de l'eau, ça sert également à réduire les risques, notamment vis-à-vis en montagne, sur le maintien des sols. Donc je reviens sur le deuxième S, excusez-moi, qui est la question du stockage. Donc on part de ces 100 millions de mètres cubes d'accroissement supplémentaire. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Alors déjà, en France, contrairement à une idée reçue, on ne surexploite pas les forêts, bien loin de là, puisque environ seulement 60% du prélèvement dont je viens de parler, les 100 millions de mètres cubes, sont utilisés par la transformation. Alors, la récolte, elle ne se fait pas en pelant les arbres par le tour et en enlevant l'accroissement annuel arbre par arbre. Elle se fait forcément en prélevant des arbres entiers à un moment donné de leur vie. Donc c'est pour ça que l'approche arbre par arbre, quand on dit, par exemple, on prend un bout de bois, on le brûle, on relargue le carbone, effectivement c'est stupide, mais si on raisonne à l'échelle de la forêt, c'est bien un stock global de 100 millions de mètres cubes dont on peut disposer pour décarboner l'économie. Voilà. Et donc la question, là, pour le coup, il faut changer d'angle. C'est là où on se complète bien. Il faut regarder par l'angle des usages. Donc il faut regarder par l'aval de la filière. Voilà. Et donc il faut répondre aux besoins des hommes. Les besoins des hommes, c'est quoi? C'est se loger, se nourrir, s'équiper. Et donc évidemment, toutes ces questions-là, il faut le faire avec, je dirais, l'impact le moins important sur la planète, voire avec un impact positif. Et c'est en cela que le bois continue son œuvre bénéfique, puisqu'en fait, quand on utilise du bois dans des produits bois, en fait, on poursuit, on prolonge le stockage de ce carbone qui a été capté dans la phase, comme je l'ai dit tout à l'heure, en forêt. Donc c'est le cas en particulier dans la construction, dans l'ameublement, mais on pourrait aussi la logistique, on pourrait citer aussi la logistique, je pense aux palettes, je pense à l'emballage. Et il faut se dire en plus que le bois, c'est comme les chats, il y a plusieurs vies. Parce que le bois se réemploie. Il se réemploie et il se recycle. On en a des exemples, on peut parler des panneaux, on peut parler des palettes. On a déjà des filières qui sont à zéro déchet dans cette filière bois. Donc la priorité pour décarboner notre économie, c'est bien de mettre du bois partout où c'est possible, en remplacement finalement de matériaux ou d'énergie qui vont être plus consommatrices ou moins stockeuses de carbone. Le dernier point, c'est la substitution. Donc là, c'est la même logique, c'est-à-dire que si on raisonne de façon étroite en disant, ben voilà, par exemple, d'un point de vue énergétique, je brûle un morceau de bois, je relaxe le carbone, certes, mais la question n'est pas celle-là. La question, c'est comment fait-on pour alimenter un réseau de chaleur qui va chauffer un quartier, qui va chauffer un village comme Roche-Forest-Montagne, par exemple.
Et donc, comment peut-on le faire de la façon la plus efficace au niveau global? Et donc, c'est là où c'est important toujours de se ramener à cette situation. Au 31 décembre, on était là. Au 31 décembre suivant, on sera là. Et tout ce qu'on fait qui ne va pas consommer au-delà du prélèvement biologique de la forêt et qui se fait en substitution soit d'énergies qui sont directement des énergies fossiles, le pétrole, le gaz, le charbon, ou qui seraient à la place de matériaux qui sont, entre guillemets, gorgés d'énergie grise parce qu'il a fallu consommer beaucoup d'énergie pour les produire, en fait, réduisent l'impact de nos activités, de l'économie sur la planète. Donc c'est pour ça que le bois, dans ces trois rôles, les 3 S, il est absolument fondamental. Et je dirais qu'en plus, il réduit notre dépendance vis-à-vis de l'extérieur. En conclusion, sur ce point précis du cycle du carbone, voilà, vous voyez, premier cycle, le cycle de la forêt. Deuxième cycle, le cycle plus large de la forêt avec les produits bois jusqu'à la fin de vie. Donc on a bien 2 cycles. Et donc c'est le parallèle avec le vélo. C'est-à-dire qu'il faut absolument voir notre ensemble bois-forêt comme un ensemble dynamique. Et la recette de l'équilibre dans la dynamique, c'est justement la dynamique. C'est-à-dire qu'il faut absolument entretenir cette dynamique et comprendre que notre filière elle fonctionne suivant ce modèle-là. Voilà. Ensuite, bon, quelques statistiques, mais là j'en ai déjà parlé, hein, sur la position unique de la France. Alors, le point supplémentaire sur lequel je veux insister ici, c'est l'adaptation des peuplements au changement climatique. Parce qu'on a vu donc la filière forêt-bois, en tout cas j'espère vous avoir convaincu, c'est un élément de solution par rapport au défi du changement climatique. Mais c'est aussi une victime au sens où nous subissons de plein fouet déjà les effets du changement climatique à travers des tempêtes, à travers des crises sanitaires. On pense notamment à la crise des épicéas, on pense aussi à des crises sanitaires comme le frêne, les chênes pédonculés. Voilà, donc il faut se dire qu'on a un enjeu majeur devant nous qui est d'adapter nos forêts au climat de demain. Je cite toujours cet exemple, en 2050, alors suivant les projections actuelles, le climat de Paris, ce sera le climat de Séville aujourd'hui. Donc ça veut dire que quand on plante un arbre ou quand on suscite une régénération naturelle, un arbre il va être là pour 100 ans, il va être là pour 150 ans. Donc on se doit de se projeter dans ces horizons-là, et c'est souvent le rôle des forestiers, et donc de faire en sorte que notre forêt elle ait une chance non seulement de produire du bois pendant les 20 ans qui viennent, ça on va toujours y arriver, mais aussi d'être au rendez-vous pour les générations futures. Alors, les Français là-dedans, par rapport au bois, donc matériau unique, comme je l'ai dit, pour assurer la transition écologique, eh bien, on a une bonne compréhension de ces enjeux, semble-t-il, par les Français, et également un point que je n'ai peut-être pas assez souligné, c'est le fait que pour que ce matériau soit renouvelable, parce qu'il l'est, hein, donc c'est bien le côté dynamique, et pour que le système soit pérenne et aussi garantisse les autres fonctions de la forêt, à savoir le fait d'héberger une biodiversité. 80% de la biodiversité terrestre se trouve en forêt. On se doit de faire ce qu'on appelle une gestion durable. Alors il se trouve que là aussi, contrairement aux idées reçues parfois, en France et en Europe en général, notre gestion est durable. Voilà, il n'y a pas de déforestation en France. Au contraire, la surface forestière ne fait qu'augmenter. Voilà, donc vous voyez, on a aussi important de souligner ce rôle de la gestion durable qui est reconnu donc par 75% des Français. Le dernier point, c'est le rôle, mais ça c'est un peu le résumé de mon introduction de la forêt. Donc c'est un rôle multifonctionnel, c'est-à-dire que la forêt, la filière bois, etc. intervient sur 3 domaines, un rôle social bien entendu, un rôle économique et avec des emplois à la clé, ça sera ce que tu développeras, Frédéric, et puis évidemment, bien entendu, le rôle environnemental qui est fondamental et qui est le garant de l'équilibre de notre forêt. Mais c'est aussi un atout à la fin économique, donc reconnu par 89% des Français. Donc on a encore certainement un petit peu de chemin à faire pour consolider cette image dans le cœur des Français, mais on est déjà largement reconnu dans ce rôle-là. Écoutez, formidable. Après ce superbe cours de chimie, d'écologie, je ne sais pas, même voire de vélo. Donc, mais écoutez, on aura tous compris que de toute façon, si nous souhaitions avancer, il fallait continuer et maintenir en fait une gestion dynamique de la forêt.
C'est comme le vélo, à partir du moment où vous n'êtes pas en action, ben vous chutez. Donc maintenant, on va passer à un cours d'économie. Je ne vais pas être aussi long que Jean-Michel sur ce sujet, je vous promets. Il faut savoir, je vais vous donner quelques chiffres, quelques grands chiffres. La filière, aujourd'hui, ça représente 60 milliards de chiffre d'affaires. Nous avons sur ces 60 milliards, 26 milliards de valeur ajoutée. Donc, il est bien évident que quand on regarde ces chiffres, on se dit « waouh, oui, c'est important ». Et il faut savoir que cette valeur ajoutée, elle va, bien entendu, elle se répartit autour de 5 marchés principaux, que ce soit la construction, qui récupère près de 50% donc, de cette valeur ajoutée, les produits de consommation courante, bien évidemment, vous avez également tout ce qui est emballage, bois, carton, l'énergie et, bien entendu, également le meuble. Le marché de la filière bois dans son ensemble, ça représente également 450 000 emplois, dont 395 000 directs et environ 60 000 emplois de façon indirecte. C'est plus que l'automobile. Absolument, oui, merci Jean-Michel de le remarquer. Absolument, c'est plus que l'automobile. En fait, c'est simple, ça représente 12,5% des emplois de l'industrie manufacturière en France. Donc, il faut savoir que 12,5% de ces emplois travaillent pour produire, transformer un matériau qui est renouvelable, naturellement stockeur de CO2, mais là, je ne reviendrai plus dessus, promis. Le secteur, vous l'aurez compris, de la forêt et du bois est stratégique pour réaliser nos objectifs de décarbonation de l'économie. J'y rajouterai également un atout supplémentaire. Si on regarde et si on fait un focus sur la filière, on s'aperçoit qu'elle est implantée sur l'ensemble du territoire. Cela représente 60 000 entreprises. Bien évidemment, 60 000 entreprises également, peu ou pas délocalisables. C'est également tout l'enjeu de la forêt. Les perspectives que nous avions annoncées dès 2021, je vous le rappelle, au niveau de la... nous avons commencé à travailler ensemble avec le plan Ambition Bois Construction. C'était une dynamique de travail que nous avions voulu développer. C'était les fonds baptismaux réellement d'un nouvel élan de la filière. Eh bien, lorsque nous avions travaillé sur ce plan Ambition Bois, je vous rappelle, nous l'avons annoncé dès début 2021 dans le cadre de la réglementation environnementale à venir, la RE 2020, qui a été mise en fonction à compter de ce 1er janvier 2022. Et nous avions pris 10 engagements. Il faut savoir qu'un engagement qui était également important lorsqu'on parle d'emploi, c'était s'engager à développer et à mener 75 000 emplois sur les 5 années à venir. 75 000 emplois répartis de 2 manières différentes. 45 000 emplois pour remplacer des départs à la retraite et 30 000 emplois d'emplois nouveaux, liés à une politique donc ambitieuse, portée, bien entendu, trajectoire portée par cette fameuse RE 2020. Nous sommes bien conscients de cet enjeu historique auquel nous devons répondre. Et c'est pour ça que nous souhaitons apporter notre contribution à cet effort collectif nécessaire à la décarbonation de la construction française. C'est pourquoi, lorsque nous avons développé et pris déjà la plume dès le début de cette année 2021, nous sommes engagés donc sur ces 10 axes qui étaient concrets. Nous parlions, bon, je vous l'ai dit, bien entendu du recrutement, de la formation, de l'investissement, de la recherche, du développement de l'offre en bois français et bien entendu l'accompagnement de l'ensemble des acteurs de l'acte de construire vers une transition sur une construction plus décarbonée. Nous avons également travaillé, œuvré et défendu l'analyse de cycle de vie de façon dynamique. Alors pour ceux qui en douteraient encore, mais bon après sur ma veille cours, je pense que là on n'a plus à en douter, je vous rappelle que l'analyse de cycle de vie, c'est la mesure de l'empreinte carbone des matériaux et qui est pondérée bien entendu en fonction de la temporalité de ces émissions.
Nous sommes engagés également lors de ce plan Ambition Bois Construction sur la mixité des matériaux. Notre ambition n'était pas de dire du tout bois. Non. Par contre, le bon matériau au bon endroit. C'est toujours ce que nous avons dit. Donc, nous voulons travailler de façon plus durable, plus pérenne, et nous souhaitons réellement développer cette mixité des matériaux. Nous sommes engagés également, un engagement qui était important, c'était sur la gestion durable de la forêt. Et bien souvent, il faut comprendre qu'aujourd'hui, lorsque nous parlons sur un temps qui est beaucoup plus court, en fait, le temps de la construction, nous réfléchissons sur un temps de 2, 3, 5 ans, alors que quand vous gérez une forêt, vous réalisez et vous gérez ça sur une temporalité multigénérationnelle. Et il est bien évident que cela représente pour nous un exercice de style très important. Après, bien sûr, il est bien évident que la réduction des coûts allait dans ce sens. Et un dernier point que nous avons développé lors de ce manifeste était le recyclage du bois en fin de vie. Ces engagements stratégiques que nous avions à l'époque élaborés témoignaient vraiment de notre volonté, de notre capacité à répondre sur cette nécessaire transition des méthodes constructives. En tant que président d'FBE, bien entendu, j'y suis également particulièrement attaché. En fait, vous l'aurez compris, on est tous convaincus que le bois, c'est le matériau renouvelable, biosourcé de la transition écologique par excellence. Il représente en fait le pari le plus fiable que nous pouvons faire pour atteindre la neutralité carbone tant espérée pour 2050. Je pense qu'il n'est pas exagéré de dire qu'aujourd'hui, la filière bois se trouve à l'aube de sa consécration. Et puis, pour reprendre quelques chiffres qui avaient été donnés tout à l'heure par Jean-Michel, l'année dernière, il avait été fait par le CSA une étude, le bois dans le secteur du bâtiment, auprès d'un échantillon national, représentatif de plus de 1000 personnes. Et très franchement, ce que nous avons reçu, c'est une véritable déclaration d'amour des Français pour la forêt et le bois en général. Je vais vous donner quelques chiffres très rapidement qui passent également sur l'écran, mais ça fait toujours plaisir à voir. On s'aperçoit vraiment de cette cote d'amour. Premier chiffre, 74% des Français jugent le bois insuffisamment utilisé pour réduire l'impact carbone dans la construction. Le bois est reconnu comme le matériau de construction le plus écologique, à 66%, bien loin devant tous les autres matériaux. 90% des Français trouvent utile pour réduire l'empreinte carbone de nos constructions. 94% des Français considèrent que le bois renforce le caractère naturel d'une construction. Et enfin, plus de 9 Français sur 10, 91% des Français pensent qu'il embellit aussi bien l'extérieur que l'intérieur. Donc, utiliser du bois, c'est quelque chose de naturel pour les Français. Et contrairement à quelques idées reçues, je pense que réellement, le Français et la France aiment le bois. Voilà, Jean-Michel, à toi. Après cette jolie déclaration. Après ces propos introductifs, je pense qu'il est temps de passer au contenu du manifeste. Voilà, donc le sujet, alors je veux bien qu'on avance. Voilà. Donc le sujet, comme on l'a vu, c'est le double enjeu de décarbonation en réponse au changement climatique. Il s'agit d'atténuer, il s'agit de minimiser, il s'agit, comme l'a dit Frédéric, d'aller vers la neutralité carbone, et le bois peut, à travers toute la filière forêt-bois, y contribuer. Et puis, en miroir, on a la nécessité, je dirais l'impératif quasiment moral, d'adapter notre forêt, qui représente quand même le tiers du territoire, aux effets du changement climatique. Donc nous avons travaillé en filière depuis quelques mois déjà, comme Frédéric l'a rappelé, et donc nous avons construit un programme, si l'on peut dire, articulé autour de 4 axes et 23 propositions. Donc ces 4 axes, je passe très rapidement, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Vous avez certainement lu en diagonale déjà le manifeste. Le premier axe, en fait, ça concerne les capacités industrielles. Voilà. Donc là, on voit qu'on a
il faut être à la hauteur de la demande. La demande en bois, et ce n'est pas un phénomène franco-français, elle augmente dans le monde entier. Et donc, il faut qu'on soit à la hauteur. C'est-à-dire qu'il faut qu'on augmente nos capacités et aussi qu'on augmente la valeur ajoutée de ce que l'on produit avec le bois. Il faut tirer le meilleur usage du bois. Il ne faut pas gaspiller quoi que ce soit. Je vous ai parlé des 100 millions de mètres cubes, on en est très loin, on est à 60% de prélèvement. On pourrait aller au-delà, certainement. C'est des enjeux de la révision de la stratégie nationale bas carbone en ce moment. Mais derrière, il faut que nos industries de transformation, de seconde transformation également et de mise en œuvre, toute la filière se structure pour répondre à cette demande. Deuxièmement, l'adaptation des forêts sur le long terme pour conserver la biodiversité, préserver la multifonctionnalité. Ça, c'est le mot-clé, la multifonctionnalité. C'est-à-dire que c'est un peu la mode, comme vous le savez, de bien prendre en compte, enfin, c'est pas la mode, c'est un tic de langage de dire qu'on fait plusieurs choses en même temps, mais sur cette question-là, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on a plusieurs enjeux qu'il faut satisfaire en même temps, et pour le coup, c'est parce qu'on les satisfait en même temps que l'équilibre fonctionne aussi. Donc l'aspect environnemental ne peut pas être dissocié de l'aspect production. Le troisième point, c'est que pour que tout ça fonctionne, et ça c'est un enjeu qui peut-être est plus large aussi que notre filière, mais il est particulièrement prégnant dans notre filière, nous devons développer l'attractivité des métiers et recruter des personnes pour les emplois de la filière. Et enfin, dans ce moment où les choses s'accélèrent, un certain nombre de personnes, on l'a vu, c'est probablement une minorité, mais on ne le sous-estime pas et on veut absolument être là aussi au rendez-vous, s'interrogent en fait sur ce qui est en train de se passer. Ils voient qu'il y a des récoltes de bois, ils voient les effets du changement climatique et donc on a besoin d'avoir un meilleur lien, de le renforcer encore plus entre les citoyens et la forêt. C'est vraiment un enjeu de communication important pour la filière. Frédéric. Écoute, merci beaucoup Jean-Michel. Allez, à moi. En fait, 8 propositions, préparez-vous, ça va être long. Non, je vais essayer. Toutefois, je vais pas vous les citer toutes puisque vous les avez tous, vous avez tous en main, ou en tous les cas, vous aurez tous la possibilité d'avoir le manifeste. Donc, elles sont toutes décrites. Non, j'aimerais simplement, moi, m'attarder sur, en fait, je l'ai regroupé en 5 axes différents. Parce que développer nos capacités industrielles, c'est vraiment l'enjeu principal de la filière. Et aujourd'hui, on s'aperçoit d'une chose, c'est que si vous regardez la filière, qu'est-ce que c'est? Elle est composée de quoi? De PME, mais de petites PME, d'ETI, mais également bien souvent de petites ETI. Et lorsque vous regardez avec les projets de financement, eh bien on parle de PIA, plan sur l'innovation. On parle de financements qui sont liés, alors qu'en fait, nous ne sommes pas en mesure de boxer dans cette catégorie. Je parle de boxer parce que réellement, je peux vous assurer que pour un chef d'entreprise, pour une entreprise, essayer de demander une subvention liée à un PIA, waouh, c'est du costaud. Donc aujourd'hui, ce qu'on demande simplement, c'est ne pas oublier une chose, c'est que la demande de subvention, elle est surtout liée à l'augmentation de nos capacités industrielles. Jean-Michel l'a rappelé, aujourd'hui, malheureusement, on nous parle de déficit de la balance commerciale. Très bien. Il nous faut de toute façon développer nos capacités, cette souveraineté nationale que nous réclamons tous. Mais pour ce faire, on a besoin d'avoir des aides, on a besoin d'être aidés de façon simple. On a besoin, ce qu'on demande en fait, c'est une fiscalité qui soit modernisée, simplifiée et surtout moins pesante. C'est ainsi que nous serons en mesure, très rapidement, de pouvoir moderniser nos outils de production. Et ça nous permettra, bien entendu, également de soutenir la compétitivité de l'ensemble de nos entreprises. Deuxième axe que j'aimerais parler, consolider les avancées de la nouvelle réglementation RE 2020. Cette réglementation environnementale qui s'applique depuis ce 1er janvier est un élément majeur. Je vous l'ai dit, ça a vraiment fondé un nouvel élan pour la filière. Nous devons répondre présent. Par contre, dans ces éléments, il y a des choses importantes et nous souhaitons quand même interpeller l'ensemble du pouvoir public, concernant notamment la clause de revoyure.
Tout à l'heure, on parlait d'une temporalité multigénérationnelle pour gérer des forêts. Et aujourd'hui, on nous parle d'une réglementation environnementale 2020 qui devrait être crantée sur 10 ans, mais à chaque fois, systématiquement, c'est-à-dire qu'à chaque cran, 2025-2028, nous y avons mis une clause de revoyure. Comment peut-on s'engager et comment peut-on aider les industriels et les professionnels de la filière à s'engager lorsqu'on nous parle de clause de revoyure? C'est une chose importante et il faut impérativement que nous soyons entendus. C'est comme l'analyse de cycle de vie. On nous parle, oui, mais vous comprenez, on pourrait la faire de façon différente. Non, je pense qu'on l'a expliqué, Jean-Michel l'explique très bien. D'ailleurs, on l'appelle professeur Jamy maintenant, chez nous. Il l'explique tellement bien. Mais oui, l'analyse de cycle de vie telle qu'elle a été définie, telle qu'elle est écrite dans la loi, répond complètement à cette demande. Ce que nous demandons également au pouvoir public, c'est que la commande des collectivités territoriales de l'État doit avoir un levier important sur l'économie et ses acteurs. Donc nous demandons systématiquement que les matériaux bois et biosourcés soient privilégiés dans la commande publique. En ce qui concerne, mais ça peut aller partout, hein, ça concerne le bois, ça concerne le papier, le carton, l'agencement à l'intérieur, la rénovation et bien entendu la construction. C'est la commande publique qui doit montrer l'exemple. Et puis, quatrième axe que je souhaiterais développer aussi, on parle aujourd'hui d'essences. Il faut savoir qu'aujourd'hui, certaines essences forestières ne trouvent plus de débouchés. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est qu'une essence. Peut-être une essence, c'est un type d'arbre en fait. Absolument, merci. Voilà. Vous voyez, c'est bien ce que je vous disais, il est extraordinaire, professeur Jamy, il est en mesure systématiquement. Et donc, combien y a-t-il d'essences forestières en France, Jean-Michel? Recensées par l'IFN, il y en a 138 principales. Bravo, félicitations. Donc on a une forêt très diverse. Absolument, merci. Tout à fait, 138 essences forestières. Et donc, il est bien évident qu'il faut trouver un nouvel avenir à ces essences, en soutenant par exemple une certification technique pour garantir des qualités mécaniques. Relancer également l'usage. On parlait tout à l'heure de marketing, de communication, mais également le design, notamment en ameublement. Ou encore soutenir des investissements dans la filière emballage. L'ensemble de ces essences peuvent servir de façon concrète et vertueuse. Donc, nous demandons à développer l'ensemble de ces usages et sachez que nous y travaillons pour généraliser et démocratiser l'emploi de ces essences. C'est un gage, bien entendu, de préservation de la diversité de nos forêts. Enfin, au niveau du cinquième axe, à l'heure où nous nous posons des questions sur nos ressources énergétiques, leur origine renouvelable, non renouvelable, leur proximité géographique, leur coût, la question de souveraineté est toujours liée à leur approvisionnement. Le bois, encore très simplement, peut contribuer également utilement à apporter des solutions nouvelles, notamment au travers de l'hydrogène vert à base de biomasse forestière et du bois énergie. En fait, ce que nous souhaitons également, c'est ouvrir. Il existe aujourd'hui un plan hydrogène. Sur ce plan hydrogène, aujourd'hui, il ne soutient que l'hydrolyse. Eh bien, ce que nous demandons, c'est que l'hydrogène vert à base de biomasse, pour nous, ce serait l'occasion de développer et d'apporter en fait une plus grande compétitivité par rapport à ce plan hydrogène. Il conviendrait donc de l'ouvrir sur l'hydrogène vert. Par ailleurs, chose importante également concernant le bois énergie. Le bois énergie est une énergie renouvelable de substitution qui résulte en fait de l'exploitation forestière et de l'activité industrielle de transformation du bois en aval de celle-ci. Elle contribue bien entendu également à l'équilibre des débouchés. Selon des qualités de produits, plus ou moins largement, et également
nous serons en mesure d'apporter en fait un développement sur les réseaux de chaleur renouvelables. Voilà, je pense que j'en ai terminé sur ces 8 premières propositions. Oui, j'en profite pour rebondir sur le dernier point, sur l'équilibre des flux. En fait, un arbre, quand on regarde un arbre, plus on monte vers le haut et moins il a de diamètre, moins il est droit et plus il a de branches. Voilà. Donc ça veut dire que dans un arbre, en fait, on a plusieurs qualités de produits. Et plus on a une sylviculture dynamique où on gère les arbres, et plus on est en capacité de sortir une quantité importante en proportion de bois d'œuvre, qui est ce qu'on souhaite privilégier. Pour autant, en même temps, quand on va récolter cet arbre, on va récolter 50% à peu près de bois qui va avoir plutôt des qualités qui vont être utiles pour le bois industriel ou pour le bois énergie. Donc en fait, il y a vraiment cette question fondamentale de l'équilibre des usages, et on ne peut pas imaginer aller en forêt et ne récolter que le bois d'œuvre et laisser le reste à l'abandon. Il faut gérer tous ces flux. Voilà, ça fait la transition avec le deuxième axe de notre manifeste, qui est l'adaptation des forêts sur le long terme. Donc il s'agit de préserver en fait cette capacité à continuer la pompe à carbone comme on l'a vu, mais aussi d'être le lieu qui héberge toutes ces fonctions en fait, qu'on appelle les services écosystémiques, au premier rang desquels la biodiversité. Donc, comme vous l'avez compris, je ne redéveloppe pas les choses là, mais on a vraiment un enjeu là, mondial, hein, qui est d'adapter nos forêts au changement climatique et qui va nécessiter un effort d'investissement forestier qui est d'un ordre de grandeur qui dépasse ce qu'on a connu après-guerre avec le Fonds forestier national. Donc ça fait partie quand même de la prise de conscience de notre génération et de se dire qu'il faut qu'on se dote en fait d'outils de financement pour accompagner en fait le renouvellement de notre forêt, suivant des stratégies de résilience qui peuvent être assez diverses d'ailleurs. Là aussi, idée reçue, on nous reproche souvent de gérer les choses par plantation exclusivement. Ce n'est pas la seule façon de faire, mais en tout cas, il faut certainement que l'on diversifie nos essences et qu'on prenne en compte les effets futurs du changement climatique. Voilà. Sur la page suivante maintenant, donc les corollaires un petit peu de cette affaire-là, c'est qu'on va devoir faire face à un certain nombre de crises. On en connaît déjà, hein, les crises sanitaires, les épicéas, etc. Et puis également, les risques, comme on pense notamment à l'incendie, vont augmenter avec le changement climatique. Donc on a la nécessité, là aussi, de s'équiper pour prévenir, anticiper et ensuite gérer ces risques et crises qui sont devant nous, même si on ne sait pas exactement quand ça va se produire, quelle forme ça va exactement avoir. C'est de notre responsabilité de préfigurer des moyens et des plans qui vont nous permettre de gérer ces situations dans les 50 ans qui viennent. Le dernier point peut-être, les conditions de la gestion durable, j'en ai parlé. En fait, c'est absolument important de comprendre que la seule façon que l'on ait de préserver notre forêt, c'est de la gérer. Et donc, il ne s'agit surtout pas de la laisser à l'abandon. Hein. On parle voilà, de toutes sortes de concepts, de notions par rapport à ça. Mais il est certain que dans un contexte de changement climatique comme celui qu'on est en train de connaître, le risque ne fait qu'augmenter. Et donc, plus que jamais, il est impératif de gérer nos forêts. Frédéric, je crois que c'est à nouveau à toi. Extraordinaire, mais c'est incroyable. Tu as été hyper rapide. Parfait. C'est pour compenser, tu es un peu bavard. D'accord, merci beaucoup. Ok. Eh bien, écoutez, un moment également important qui était pour nous l'attractivité des métiers. Je n'aimerais commencer en fait que par un chiffre. Savez-vous aujourd'hui qu'à ce jour, 75% des projets de recrutement concernant des charpentiers ne sont pas pourvus. Dans le top 10 des métiers les plus en tension, vous avez donc les charpentiers et les monteurs agenceurs dans l'agencement, dans l'ameublement. C'est incroyable. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut donc dire que nous devons renforcer, malgré tout l'amour que le Français porte sur le bois, tout le monde souhaite travailler, tout le monde a envie de le développer. Pour autant, nous sommes bien conscients de ce manque d'attractivité. C'est bien entendu un enjeu majeur également dans le cadre de notre développement de nos capacités industrielles. Pour ce faire, nous nous sommes rapprochés des AFPA avec lesquels nous travaillons. Nous avons également quelques écoles d'exception, mais je pense qu'il est important aussi de noter qu'il ne faut pas se contenter de rester sur
une petite quantité d'écoles. À savoir, aujourd'hui, lorsque l'on travaille en architecture, eh bien, vous allez travailler le bois, mais peu. Aujourd'hui, vous avez, c'est pareil, concernant les 4 arts, on parle de cela, au niveau des arts, on parle peu du bois, et pas suffisamment. Et je pense qu'aujourd'hui, que dans l'ensemble des universités, il nous faut parler du bois. Cette mobilisation et cet enseignement beaucoup plus généralisé sur l'ensemble des filières permettra de toute façon au bois de se développer de façon mécanique. Nous recherchons des profils très variés. Ça va du CAP jusqu'au Bac+5, voire même jusqu'au doctorat. Donc aujourd'hui, il existe un éventail de formations pour répondre aux aspirations de chacun. Et depuis l'exploitation forestière jusqu'à la mise sur le chantier, en passant bien entendu par la scierie ou l'atelier. Et nous voulons en fait que tous les jeunes et toutes les personnes qui sont à la recherche d'une formation et d'un métier soient informés de ce potentiel d'offres de carrière. Aujourd'hui, il faut savoir que certaines entreprises créent même leur propre développement. Peut-être aurons-nous l'occasion d'en reparler un peu plus tard, puisque nous avons Fabrice Denis qui n'est pas très loin. Et puis, nous souhaiterions renouveler une campagne de communication nationale pour nous aider, nos entreprises de la filière à recruter. En fait, l'idée est simple, profiter de notre code d'amour. En termes de formation, il faut savoir que la réforme de 2018 s'était traduite par une forte progression du nombre d'apprentis. Elle doit être complétée pour financer cette montée en charge. Il nous faut renforcer l'apprentissage vers ses premiers niveaux de qualification et faire en sorte qu'une majorité d'élèves se forment au bac pro par la voie de l'apprentissage. Pour permettre une plus grande adaptation des politiques de formation professionnelle aux besoins spécifiques en termes de compétences, piloter cette mutation indispensable de ces compétences au regard de ces nouvelles évolutions technologiques, réglementaires et également sociétales, nous croyons qu'il faut redonner de l'autonomie aux partenaires sociaux dans la gestion des politiques de formation professionnelle. Si vous prenez quelques exemples simples, demain, lorsqu'on parle d'évolution technologique, c'est très simple. Dans la construction, on parle beaucoup de la fabrication hors site. Aujourd'hui, nous travaillons de plus en plus en atelier et c'est un métier qui est nouveau. C'est un métier sur lequel nous avons besoin également de nous former. La préfabrication sera bien entendu un élément déterminant par rapport à cela. À toi, Jean-Michel. Merci. Donc le dernier axe, donc vous rappelez des 4 axes de notre manifeste, concerne les relations, on va dire, forêt-société. Vous avez vu que l'image en fait de notre filière est déjà très positive dans l'esprit des Français. Pour autant, je pense qu'il faut aller au-delà et que le sujet aujourd'hui, c'est l'union sacrée, parce qu'on est vraiment dans une transition majeure, la transition écologique, comme vous le savez, et comme on l'a vu, la filière bois a un rôle important à y jouer. Et il nous faut avoir le consensus le plus large possible sur ce qui est en train de se passer face aux enjeux dont on a déjà parlé, l'adaptation des forêts, et le fait de faire fonctionner une filière qui produise un matériau, une énergie qui décarbone les usages. Et il nous faut absolument l'adhésion du plus grand nombre, je dirais, à cette affaire-là, ces enjeux-là. Donc en fait, si on reprend là, les 4 points qui sont dans notre manifeste, ça s'articule autour de 4 idées qui correspondent à des étages finalement. On pourrait dire l'étage d'une fusée, l'étage d'une maison, on fait ce qu'on veut. Il y a un premier étage qui est l'éducation. Il faut vraiment qu'on arrive à compenser en fait un retard qu'on a pris dans la compréhension qu'ont nos contemporains, et notamment urbains, sur comment fonctionne une forêt. Une forêt, comme on l'a dit, ça se gère, le bois, ça se récolte, et c'est utile pour la planète. Alors évidemment, il ne s'agit pas de dire que ça, mais il faut qu'on équilibre dans les discours qui sont enseignés dans les écoles avec ces réalités d'aujourd'hui. La deuxième étage, c'est la partie information-communication. Donc là, il ne s'agit pas de changer les perceptions des gens, mais je pense on le voit, nous d'ailleurs, avec
les différentes campagnes que l'on mène d'information. Il y a vraiment une demande de mieux comprendre en fait ce qui se passe en forêt et également le rôle du bois. La troisième chose, c'est la concertation, c'est-à-dire qu'à des échelles territoriales, et j'insiste beaucoup là-dessus parce que notre forêt n'est pas du tout monolithique. On a des forêts avec des territoires complètement spécifiques, hein, entre une forêt de montagne, on parle des Vosges, est-ce que les Vosges c'est la même chose que les peupleraies de la vallée de la Loire? Est-ce que c'est la même chose que la forêt des Landes? Est-ce que c'est la même chose que les haies pyrénéennes? Non. Chaque territoire a ses spécificités et on a vraiment besoin d'avoir des modalités de mise en œuvre des orientations forestières qui soient gérées à ces niveaux-là. Donc il y a un travail de concertation qui est très important pour faire en sorte qu'à ces échelles-là, les citoyens soient dans la boucle et comprennent ce qui est en train de se passer. Le dernier point sur lequel j'insiste là et que nous proposons également de renforcer, c'est dans les situations où ça le nécessite, de renforcer le rôle des élus en fait, dans la médiation, hein, puisqu'on voit bien que dans certains territoires, que je n'énumérerai pas là pour ne pas être trop long, on a des situations où en fait on a des tensions, et donc il est important que les élus soient formés pour être en capacité de comprendre les enjeux, d'avoir un premier niveau, et nous derrière, en tant que professionnels, on peut apporter des éléments à travers des référents qui permettent d'être en appui aux élus en première ligne, on va dire, avec la société. Voilà les 4 actions que l'on propose au titre du dernier axe, hein, qui sont les relations forêt-société. Comme vous l'avez compris en conclusion de notre affaire ce matin, et après on passera aux questions-réponses, le sujet pour nous, c'est, on est dans un, comme on l'a dit ensemble, hein, on est dans un moment très particulier de notre histoire, et donc il nous faut l'union sacrée. Voilà, c'est pas tout d'avoir l'union de la filière, mais il faut que toute la société soit avec nous, et en tout cas porte l'effort, la transformation qu'on est en train de faire au service de la transition écologique. La bonne image de notre filière n'est pas suffisante. Voilà, ce qu'il faut qu'on comprenne bien, c'est ce qu'on, sans redonder 15 fois, c'est le rôle essentiel de notre filière, le bois, la forêt, dans la transition écologique. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on fait aujourd'hui devant vous, en fait, c'est vraiment un des éléments fondateurs, c'est également de la pédagogie. Aujourd'hui, nous avons besoin de plus de pédagogie sur l'usage du bois en général. Voilà. Continuer, pardon. Est-ce qu'on est dans les temps? On tient nos promesses pour une fois. Nous tenons toujours nos promesses. Non, mais je veux dire, c'est pour moi. Moi, j'ai toujours un petit peu de problème avec le temps. Voilà. Non, ben écoute, le maître du temps a été parfait. On t'écoute, Arnaud. Bon, je vais me faire le porte-parole de nos amis journalistes de l'autre côté de l'écran. J'ai une première question de Christelle Carrois de Forest Peak. Sauf erreur, la demande d'un ministère ou secrétariat d'État de la forêt n'apparaît pas dans le manifeste. Est-ce une revendication que vous avez abandonnée? Qu'en est-il? Alors, je crois que c'est une revendication qu'on n'a jamais vraiment eue. En tout cas, pas de façon homogène, on va dire. Et je crois que ça relève surtout d'un choix politique. Donc, en fait, ce qui est important pour nous, c'est plutôt notre volonté en tant que filière à travailler ensemble sur des sujets qui s'est incarné déjà par un certain nombre d'exemples ces derniers temps. On peut parler de la task force, hein, sur les tensions sur les approvisionnements. On peut parler de tout le travail qu'on a fait sur les assises de la forêt. Donc en filière, on est plutôt bien équipé. Après, du côté, je dirais, du gouvernement, c'est un choix politique, je veux dire. Donc aujourd'hui, par exemple, on a déjà un délégué ministériel qui harmonise et favorise en fait la relation avec les différentes composantes du ministère de la Transition écologique, qui est très important. Les liens qu'on peut avoir avec le ministère de l'Industrie, avec le ministère de l'Agriculture, je dirais tout ça fonctionne. Donc après, voilà. Une autre question de Christelle Carrois. Sous quelle forme, dans quelle instance se mettra en place la concertation dans les forêts publiques et privées? C'est encore à toi, Jean-Michel. Sous quelle forme? Alors là, c'est un petit peu compliqué parce que ce ne sont pas des sujets sur lesquels on est forcément, comment dirais-je, dans le cœur de notre manifeste. Il y a un point que je n'ai pas mentionné, ou peut-être un petit peu rapidement dans l'exposé, mais vous le verrez quand vous lirez le manifeste plus en détail.
Il y a une des avancées importantes de ces derniers mois, c'est que nous avons engagé et nous souhaitons consolider une concertation régulière avec les 6 grands ONG représentatives dans le domaine de l'environnement. Je parle de WWF, FNE, Humanité et Biodiversité, LPO, UICN et Réserve naturelle de France. Donc, en tant que filière, nous nous sommes engagés à mettre en place cette concertation et nous allons le faire. Donc ça, c'est pour, je dirais, régler tous les sujets de controverse qu'il peut y avoir sur l'équilibre, justement, entre les différentes fonctionnalités de la forêt. Ensuite, sur les échelles de concertation territoriale, comme je l'ai dit, il y a plusieurs étages à la fusée. Bon, il y aura certainement des mesures là, qui vont être annoncées dans les semaines, mois qui viennent. En ce qui nous concerne, on cherche à s'appuyer en fait sur les organismes existants, je pense notamment au CRFB, et également fondamentalement sur les élus. Je ne sais pas, Dominique, si tu veux compléter. Effectivement, comme tu le disais, Jean-Michel, donc il y a ce qui a été fait au niveau global avec les ONG, mais il y a aussi le fait que sur le terrain, les situations sont très variées en fonction du relief, des gens qui fréquentent le terrain, des situations forestières, si bien qu'effectivement, on est obligé de donner une relation particulière avec le territoire. Et les élus aujourd'hui sont au cœur de cette situation. J'allais dire, ils sont sur une espèce de chaire ou sur un piédestal qui les met en avant et d'ailleurs qui les cible souvent, puisqu'on trouve qu'on voit bien qu'il y a quelques soucis quand même. Mais en tout cas, ils sont plus à même d'être entendus, ils sont plus à même d'écouter aussi les gens qui sont en interface avec eux, et puis surtout de plaider un peu, d'expliquer, de rationaliser, de mettre en avant je veux dire, la science plutôt que la passion, de façon à ce que les gens comprennent et partagent. Donc ce rôle de médiateur, il est consubstantiel à la nature de l'élu, et c'est à lui de l'exercer. Alors on le fait, bien évidemment, on a parlé des référents forêt sur le terrain, donc c'est souvent l'élu qui fait ce rôle-là. Il y a aussi les actions qui ont été évoquées un peu, c'est les actions qui sont menées vis-à-vis des jeunes des écoles primaires et des écoles en général d'ailleurs, mais sur lesquelles on les amène à comprendre ce qui se passe en forêt, à voir tous les aspects de la multifonctionnalité. Et dans les aspects de la multifonctionnalité, bien sûr, il y a aussi la récolte, mais il y a aussi la gestion, comment on entretient, etc. Et cette vulgarisation de compréhension bien rationnelle de ce qui se passe, visiblement sur ce qui se fait déjà, ça a l'air de bien enthousiasmer quand même les jeunes élèves de classe primaire qui sont entrés dans ce dispositif. Donc on reste assez objectif pour que le rationnel prenne le pas sur la passion dans bien des situations, en tout cas sur le terrain. Une autre question, cette fois-ci de Laurent Miguet, le moniteur des travaux publics. La présidence française de l'UE peut-elle servir de levier à la filière ? Êtes-vous demandeur d'une entrée dans le marché carbone européen et d'un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières ? Alors peut-être je peux commencer à répondre et peut-être Luc complétera. Donc sur les questions européennes, donc la présidence française, de ce que j'en comprends, c'est pas le meilleur moment pour pousser les positions de la France, parce que quand un pays est en charge, en fait, ça lui impose une certaine neutralité par rapport à ces questions de politique intérieure. Pour autant, cette question-là est une question qui, je pense, concerne l'ensemble de l'Europe, et effectivement, c'est important que ces mécanismes-là soient développés. Juste, je reviens sur un point précis qui figure dans notre manifeste, c'est sur la question des financements, en fait, de ce fonds d'adaptation des forêts au changement climatique. Et effectivement, nous souhaiterions que, je dirais, il y ait une visibilité de long terme sur l'effort. On parle de 20 à 30 ans. Et donc, quelque part, on inscrive cette ambition dans le paysage commun et probablement législatif à terme. Et que également, on puisse utiliser l'écrêtement en fait, des quotas carbone européens. Je parle bien de ça,
pour abonder à hauteur de 150 millions d'euros. C'est en tout cas le minimum qu'on a chiffré. Et là, pour le coup, les ONG nous rejoignent aussi pour abonder ce fonds. Après, sur les mécanismes européens, peut-être... Si Luc souhaite intervenir sur ce sujet. Merci, avec humilité quand même. Non, moi je dirais que sans doute la filière s'est attachée ces dernières années à se structurer, ce travail a bien fonctionné, et la preuve aujourd'hui entre cette task force entre FBIE et France Bois Forêt, mais qu'on n'a pas, et qu'on est à un niveau de maturité suffisante dans les négociations avec le gouvernement, mais qu'on n'a pas acquis cette dimension européenne et qu'on est en retard là-dessus, et que ce soit au sein des interprofessions comme au sein du CSF, il y a certainement cette préoccupation à être beaucoup plus présent dans les instances européennes. Donc pour l'instant, je resterai réservé. D'accord. Merci beaucoup, Luc. Alors, autre question de Mathilde Gola de Novetic. Avez-vous soumis vos propositions à l'État, et si oui, comment ont-elles été reçues? La réponse est non. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes les premiers aujourd'hui. La réponse est non, tout le monde est à la même enseigne, et donc ce sera fait. Mais en fait, c'est pas seulement l'État, je pense que c'est la société à laquelle on s'adresse. Alors c'est vrai qu'il y a cet exercice dans le cadre des élections nationales à venir, présidentielles, législatives, mais effectivement, l'État sera évidemment aujourd'hui, en fait, informé. On souhaite vraiment profiter de cet instant important qui est pour nous, c'est vraiment donc de le présenter. Et il faut savoir qu'en parallèle de ça, bien entendu, cela va être envoyé à l'ensemble des candidats à la présidentielle. Alors, une question de Christophe Guillemin de Smart City Mag. Quelle place peut avoir le bois dans les projets Smart City? Au niveau de la construction et de l'énergie notamment, la filière bois se positionne-t-elle sur les appels d'offres liés à la ville ou au territoire intelligent? Alors Smart City, c'est le rôle du digital. Donc peut-être Fabrice pourrait faire le lien avec la ville durable ou Paul. Enfin, répartissez. Au risque de ne pas répondre à la question, effectivement, la construction bois, pour nous, c'est une réponse aux enjeux urbains, dans la mesure où, en fait, on cherche, comme l'ont bien expliqué Frédéric et Jean-Michel, on cherche à décarboner. Donc, le bois, on l'utilise avant tout dans nos bâtiments pour décarboner le secteur du bâtiment. Et on l'utilise aussi parce qu'il est vertueux dans notre quête du ZAN et du ZEN, hein, le zéro artificialisation nette, le zéro émission nette. Donc on l'utilise avant tout pour ça, dans un effort de sobriété entre guillemets. De là à dire que c'est l'anti-Smart City, évidemment non, parce que c'est un quartier, un projet, une ville, c'est fait aussi de technologie. Mais le bois, c'est l'outil vers le ZAN et le ZEN. Par contre, il y a un point très important, c'est que la construction bois, c'est un domaine très avancé en matière de digital, notamment sur la maquette numérique, notamment sur tous les outils digitaux. D'ailleurs, le secteur du bâtiment traditionnel apprend beaucoup du secteur du bois en la matière. Et donc, effectivement, là-dessus, alors, c'est un lien, c'est pas le lien direct avec la Smart City, mais effectivement, la construction bois est très moderne sur le plan du digital. Oui, peut-être effectivement pour aller dans ce sens-là. Il y a beaucoup de territoires aujourd'hui qui visent donc la neutralité carbone, et effectivement le bois, dans le cas de, on l'a vu avec Frédéric dans l'usage de la construction, permet de réduire de façon très impactante le bilan carbone des opérations. Et aussi on a de plus en plus de territoires qui commencent à, dans le cadre de la neutralité carbone, commencer aussi à faire de la compensation carbone localisée via des plans de renouvellement forestier qui peuvent être liés à des opérations immobilières et de construction. Donc si on regarde les choses dans ce sens-là, et si on voit la question de la Smart City comme étant des territoires neutres en carbone, la filière bois a complètement son rôle là-dedans. Et aussi sur la question de l'énergie, on voit de plus en plus de bois énergie se développer à l'échelle de quartiers. Et quand on sait que
la dimension circulaire du bois. Il y a une partie qui peut être stockée sur le long terme dans la construction, mais après, avec les connexes, on pourra venir faire du bois énergie à l'échelle de quartiers, de territoires. Donc, si on interprète la Smart City dans ce sens-là, la filière bois a toute sa place dans le futur et dans le présent. Merci Paul. Alors, une question de Sophia Bouderbala de l'AFP. Pouvez-vous dresser un bilan des assises de la forêt? Quelles grandes pistes, accords, désaccords entre acteurs lors des tables rondes? Écoute, Jean-Michel, Alors c'est un petit peu prématuré et pour le coup on n'est pas forcément en visibilité. Ce qu'on peut partager c'est ce qu'on a fait. Donc le processus, comme vous le savez, des assises de la forêt, c'est un processus qui était structuré en 4 groupes de travail. Un groupe de travail sur le carbone et le financement du renouvellement aussi quelque part. Un deuxième groupe de travail sur la résilience des forêts. Un troisième groupe de travail sur la compétitivité des entreprises et un quatrième sur la concertation territoriale, inclut le thème de la chasse. Sur ces 4 groupes de travail, donc là aussi, autre exemple, hein, on a travaillé tous ensemble en filière, et donc les propositions que nous avons portées dans le cadre des assises ont été bâties, je veux dire, de façon la plus consensuelle possible, et ont été intégrées dans les contributions faites par l'ensemble des parties prenantes aux assises. Alors évidemment, dans l'exercice, on n'était pas les seuls à contribuer, et donc le résultat des assises, aujourd'hui, on ne le connaît pas, puisque chaque groupe de travail était précédé par un tandem, un élu et une personnalité qualifiée, appuyé par les services de l'État en tant que rapporteur. Donc aujourd'hui, nos propositions, on les a faites. Évidemment qu'il y a une cohérence entre ce qu'on a proposé et ce qu'on vous présente aujourd'hui. Ça serait dommage autrement. On n'est pas tout à fait sur les mêmes échelles de temps quand même. C'est-à-dire que les assises, a priori, on est plutôt sur des actions à caractère opérationnel de moyen terme. Et ici, on est sur une perspective qui engage au moins les 5 prochaines années, puisque c'est le rythme du quinquennat. Mais il y a forcément une cohérence entre les deux. Et puis, sur le résultat, je pense qu'il faut attendre encore une quinzaine de jours, et puis on y verra tous plus clair. Une question de Sébastien Julien de l'Express. Dans quelle mesure peut-on encore puiser dans les ressources de bois? Vous semblez dire que l'on a une bonne marge au niveau national, mais a-t-on les bons outils de mesure pour le savoir? Alors, derrière cette question, il y a plusieurs questions en fait. Il y a la question de est-ce qu'on a de la marge et les outils de mesure. Et puis il y en a une autre derrière qui est est-ce que tout ça n'est pas en train de changer? Alors, aujourd'hui, je l'ai expliqué tout à l'heure, on prélève 60% de l'accroissement. Donc, je dirais, sans faire mal à la planète, on pourrait, et c'est prévu d'ailleurs dans le cadre de la stratégie nationale bas carbone actuelle, aller plus loin dans le prélèvement. Hein, on parle d'aller chercher 12 millions de mètres cubes de bois supplémentaires, en priorité à destination des produits bois, comme on l'a vu dans cette optique de décarbonation. Voilà. Donc ça, oui, d'un point de vue théorique. Ensuite, est-ce qu'on a les bons outils? Alors c'est vrai que le changement climatique, là aussi, perturbe un petit peu l'équation, et donc on a besoin de renforcer nos outils de suivi. C'est d'ailleurs un des points qu'on a mis dans le manifeste. On a besoin de renforcer nos outils d'observation, de suivi, parce qu'on rentre dans un monde où on ne va pas pouvoir être dans une économie, enfin une gestion forestière planifiée comme on l'a connue jusqu'à présent, et il va falloir être un petit peu plus souple et faire ce qu'on appelle la gestion adaptative, c'est-à-dire qu'en fonction des évolutions du climat, hein, on puisse être amené à faire des arbitrages en termes de gestion pour accélérer finalement les effets de ce que ferait la forêt si on ne l'accompagnait pas. Après, derrière, il y a cette idée que finalement, si on faisait rien, enfin, c'est pas la question, mais je l'entends quand même en implicite, il y a cette idée que peut-être si on faisait rien, ce serait mieux. Ben non, en fait. Parce que plus on ne fait rien, plus on prend de risques. Et je dirais qu'à la limite, si on était dans un monde dans lequel 50% de la forêt venait à disparaître, on aurait 2 fois plus l'impératif d'agir aujourd'hui, rapidement, pour faire en sorte que, non pas sur les 20-30 ans qui viennent, parce que les bois qu'on va récolter sur les 20-30 ans qui viennent, ça fait bien longtemps qu'ils sont déjà en place. C'est comme un paquebot, la forêt. On ne change pas de cap au dernier moment. En revanche, si on parle des bois qu'on va vouloir récolter en 2080, parce que c'est sur ces échéances-là, eh bien, il faut s'en préoccuper dès aujourd'hui. Voilà. Donc en fait, il faut bien décorréler les deux. Le court terme, c'est de l'inertie, et sur le moyen terme, on se doit d'adapter la forêt. Est-ce que Jacques tu pourrais peut-être compléter ces propos? Oui, moi je dirais que la ressource est là, elle se développe, comme tu l'as bien évoqué.
Après, il faut encore avoir l'intelligence de la garder, cette ressource. Ça me fait l'occasion de parler notamment du secteur du chêne, où aujourd'hui, un chêne sur 3 part à l'exportation sans transformation. Donc c'est important de pouvoir maintenir cette ressource chez nous et pour alimenter nos scieries. On a parlé tout à l'heure, Frédéric parlait des investissements, du besoin d'investissement. Les entreprises ont des projets, sont prêtes à investir, sont prêtes à développer l'accompagnement des augmentations des utilisations du bois. Encore, pour pouvoir faire ces investissements, faut-il avoir la garantie de s'approvisionner. Je pense que c'est un sujet essentiel. C'est d'ailleurs un peu une question qu'on a abordée dans notre manifeste. Et je crois qu'alors là, on est en train, j'y reviendrai s'il y a une question là-dessus, on est en train de travailler justement pour mettre un accord cadre entre la propriété forestière et les transformateurs pour essayer de maintenir chez nous le plus possible cette ressource de qualité en ce qui concerne le chêne. Et la valeur ajoutée. Et la valeur ajoutée. Bien sûr, quand on parle d'investissement, c'est investissement en termes de volume de production, puis aussi en cas de deuxième transformation pour apporter de la valeur ajoutée, faire des produits d'ingénierie, sécher le bois, etc. Enfin, il y a tout un dispositif. Je pense qu'on peut également rajouter, c'était également un des sujets de la task force. En fait, aujourd'hui, il faut savoir que nous travaillons en filière justement pour essayer de mieux comprendre quelles sont les demandes de l'aval et de remonter en fait la task force. Dans un premier temps, lorsque nous l'avons créée, c'était vraiment faire remonter les difficultés et les demandes de l'aval vers l'amont pour que justement en fait il y ait une continuité, un continuum sur l'ensemble de la filière pour justement privilégier cette production. Il y a beaucoup de questions, Arnaud, encore ? Il y a quelques questions encore. On va essayer d'accélérer. On va essayer d'accélérer. J'ai une question de Tony Fontenot du journal du BTP qui dit « Vous évoquez une concurrence étrangère plus compétitive et plus soutenue. D'où vient-elle » Une concurrence étrangère plus compétitive et plus soutenue. Indirectement, quand on dit que ça reste en France, ça sous-entend que ça part. Oui, sur la transformation. Bon, peut-être Frédéric, juste rappeler ce que tu as dit tout à l'heure, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas dans une situation où on est autosuffisant. Ça paraît paradoxal, mais justement, un des enjeux, c'est de faire en sorte, c'est d'ailleurs le titre du manifeste, la souveraineté, c'est de faire en sorte de renforcer nos capacités, de faire mieux marcher les deux boucles dont on a parlé tout à l'heure, et donc quelque part de répondre à cette demande croissante. Oui, je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, la France, il faut le savoir, hein, avait arrêté d'investir de toute façon au niveau industriel à la fin des années 90 dans le bois, dans la filière bois au sens général du terme. Donc c'est sûr que de toute façon, quand on regarde, lorsqu'on essaie de faire un parallèle avec certains pays européens du nord de l'Europe, il est bien évident qu'il s'est créé un fossé. Aujourd'hui, c'est tout l'enjeu également donc de cette mobilisation pour justement nous avons besoin de retravailler et donc de rattraper ce retard. Mais très franchement, je pense qu'aujourd'hui, l'ensemble de la filière montre sa mobilisation et nous avons, c'est vrai, force est de constater, 80% de nos bois d'ingénierie sont importés aujourd'hui. C'est un constat. Il est bien évident qu'il faut travailler dessus. Mais c'est tout l'enjeu de notre manifeste, hein. Jean-Michel vous l'a rappelé, c'est la souveraineté nationale. Arnaud ? À moins que quelqu'un veuille répondre. Non, Oui, Jacques, Paul. La compétition, Le micro. Non, vas-y, Jacques. Non, c'est bon, toi, c'est bon, c'est parce que... La compétition, ça dépend de quel marché on parle. C'est vrai que, comme tu le disais tout à l'heure, quand on parle du marché de la construction, il n'y a pas beaucoup d'importation de bâtiments. Nous sommes bien d'accord. Par contre, si on parle de produits comme le parquet, comme le meuble, etc., là, il y a une vraie concurrence, alors qui vient en partie de l'Union européenne, mais celle-là, elle est presque normale, et puis ça s'inscrit dans notre logique. Et puis, il y en a une grande partie qui vient aussi de beaucoup plus loin. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'exportation de nos matières premières. Quand on a des produits dont la matière première traverse la moitié du monde pour aller se faire transformer dans des zones où la main-d'œuvre est bon marché, etc., et puis qu'elle revient sous forme de produits transformés, c'est une vraie concurrence là, qui s'offre à nous et sur laquelle, qui s'oppose à nous et sur laquelle il faut vraiment qu'on puisse avancer. Après, il y a quand même, pour finir, mais j'aimerais Dominique intervienne, s'il te plaît. Dominique Weber. Ok. Merci beaucoup, Dominique. On a deux Dominiques alors. Pardon, excuse-moi. C'est Dominique Weber. Oui, alors sur ce sujet de compétitivité, c'est effectivement, Jacques parlait du meuble, hein, qui est touché évidemment très fortement par le grand import, en particulier effectivement
on parle souvent de la Chine, et c'est toujours le cas. Alors aujourd'hui, les choses sont en train un peu certainement de changer, mais c'est vrai que quand on apporte des meubles, c'est parce qu'on ne sait pas forcément aujourd'hui les fabriquer chez nous, ou en tout cas en proximité. Donc là, ça rejoint ce que disait Frédéric, hein, sur un désinvestissement majeur qu'il y a eu dans l'industrie, en particulier celle du meuble. Et aujourd'hui, reconquérir des parts de marché va prendre un peu de temps. Le temps, ça passe effectivement par l'investissement, ça passe par la formation des femmes et des hommes, et ça, c'est un enjeu filière dans son ensemble. Donc aujourd'hui, oui, on part peut-être d'un point un peu bas, mais je crois qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience sur les sujets industriels en France, dont on peut remercier le pouvoir public, les pouvoirs publics actuels. Ils sont aujourd'hui complètement mobilisés pour que la part de l'industrie, c'est 10% en France à peine, par rapport à l'Allemagne qui est à 22%, et c'est tout un écosystème à reconstituer. On parle effectivement des usines, mais on parle aussi des fabricants de machines, on parle de l'intelligence, du digital, etc. Et tout ça, ça va prendre un peu de temps. En tout cas, nous, on s'organise pour attirer les talents dans notre filière, 400 000 emplois. En Allemagne, c'est plus d'1 million d'emplois pour une forêt plus petite. L'écosystème est beaucoup plus large, mais il est assis sur un tissu industriel historique. Les Allemands n'ont cessé d'investir ces dernières années. Nous, voilà, on reprend depuis quelques années. Il va falloir nous laisser un peu de temps, mais il n'y a aucune raison qu'on ne retrouve pas des parts de marché qu'on a perdues. Si je prends le meuble aujourd'hui, c'est 30 000 emplois en France de production. Moi, j'ai connu des années, et je suis un petit peu vieux, mais pas si vieux que ça. Et j'ai connu une industrie de l'ameublement avec plus de 100 000 emplois en France. 100 000 emplois de production, à l'heure où on fabriquait des meubles en chêne, avec du chêne français, avec des intérieurs qui aimaient le parquet et le bois, etc. Donc tout ça, il faut reprendre un peu à zéro, mais pas d'inquiétude. Je pense qu'on est là autour pour prouver que ça va le faire. Merci beaucoup Dominique. Alors juste très rapidement, si juste pour rebondir et puis après on va passer à une autre question, s'il vous plaît, sur la différence de compétitivité entre la France et l'Allemagne, il y a un élément essentiel à mon avis, c'est la fiscalité. Donc les Allemands ont été beaucoup plus avantagés que nous sur la fiscalité. C'est pour ça que dans notre manifeste d'ailleurs, on parle de suramortissement, de provision pour investissement, et c'est un sujet qui est très important pour faciliter l'investissement des entreprises. Autre question. Alors, nouvelle question de Sofia Bouderbala de l'AFP. Concernant le chêne, êtes-vous favorable à un système de label comme il en existe un en forêt publique, et êtes-vous favorable à plus de contractualisation? Alors là, nous avons notre expert chêne, Jacques, qui va s'exprimer. Bien sûr, donc c'est un sujet, je vous parlais tout à l'heure d'un accord 4 qui est en cours de discussion et qui devrait aboutir dans les jours qui viennent, je suppose, entre la propriété forestière et les transformateurs. Donc là, on a un accord 4 qui s'appuie effectivement sur une augmentation très importante de la contractualisation entre la forêt publique, bien sûr, mais aussi avec la forêt privée. On a intérêt à développer cette contractualisation parce que les bois contractualisés, au moins, on est sûr qu'ils restent chez nous. Et puis la deuxième chose, c'est, vous parliez du label UE. Effectivement, le label UE, on peut le mettre en place très rapidement. C'est une question, il suffit que les propriétaires et les acheteurs adhèrent à ce label UE. Dans les jours qui viennent, on est capable de faire en sorte que ces bois qui sont vendus sous label restent en France ou restent en Europe tout au moins. Et donc c'est un vrai sujet. Et je crois que là, notre accord, il y a, me semble-t-il, au travers des soumissions des propositions qui nous ont été faites par le ministère de l'Agriculture, il y a moyen d'arriver très rapidement à un accord. Et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'écart maintenant sur la dernière version de l'accord cadre qui nous oppose entre les propriétaires, les transformateurs. Je suis assez confiant sur le fait que dans un délai très court, on pourra arriver à un accord. Et bien sûr, à plus long terme, c'est la contractualisation la vraie solution. Une question d'Emily Wood de Batirama. Pourriez-vous développer le sujet du nombre d'essences qui sont utilisées par l'industrie actuellement et quel est l'objectif visé? Peut-être là aussi c'est une question pour Jacques. On a 138 essences. Effectivement, d'ailleurs, sur le sujet des bois feuillus, c'est un sujet qui rentre en compte dans notre accord 4 parce qu'il y a des propriétaires privés qui nous disent on a des essences feuillues diverses qui ne sont pas utilisées, qui ne sont pas demandées.
Donc on est en train de développer une utilisation de certaines essences, notamment comme le charme, le trempe dans le secteur de l'emballage. Et puis autrement, on travaille aussi avec France Bois Forêt pour essayer de faire du marketing sur des essences qui sont un peu délaissées, comme le merisier notamment. Le frêne, c'est un autre problème, il y a aussi un problème sanitaire, mais ces essences qui sont de belles essences, qui sont des essences nobles, il y a moyen de les utiliser à condition d'en faire un marketing un peu offensif. Donc on travaille vraiment sur ce sujet pour essayer de développer les utilisations de l'ensemble des essences qu'on a à notre disposition. Ouais. C'est un sujet qui tient très à cœur aux propriétaires, que ce soit Commune Forestière, Francilva. Donc voilà, et pour compléter ce que dit Jacques, il y a également des actions avec le FCDA pour essayer de valider le classement mécanique et qu'on puisse utiliser davantage d'essence dans la construction. Alors toujours sur ce sujet des essences, Mathilde Gola, Novetic, aimerait mieux comprendre quelles sont les essences qui ne trouvent pas de débouché et pourquoi. Oui, ça rejoint complètement. Enfin, je pense c'est la même question. Là, c'est Jacques a répondu. Hein, Juste un petit complément, par exemple, si je prends l'exemple du merisier, le merisier, il y a 20 ans, 30 ans, parce qu'il y avait aussi le secteur du meuble qui était un gros consommateur de merisier. Et puis, bon, l'industrie du meuble ayant été délocalisée, il se trouve qu'aujourd'hui, le merisier, c'est une essence qui n'a plus les transformateurs sur place et qui, au point de vue mode, est un peu passé de mode. Mais je crois que la mode, c'est quelque chose qui change, qui revient. Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment un travail à faire là-dessus. Sur les essences secondaires, on peut travailler aussi sur ce que je disais tout à l'heure, les utilisations dans le secteur de l'emballage. Il y a des actions qui sont engagées, d'ailleurs, avec France Bois Forêt pour essayer, et puis les fabricants d'emballage, les fabricants de palettes pour utiliser toutes les essences. Il y a vraiment un travail à faire, mais je suis assez confiant sur le fait qu'on pourra répondre aux demandes de nos fournisseurs que sont la forêt publique ou la forêt privée. Alors une question de Laurent Miguet du Moniteur des Travaux Publics. Bois de France, Bois des Alpes ou du Massif Central, l'Union Sacrée doit-elle privilégier des marques et labels nationaux ou régionaux ? On est plusieurs à pouvoir répondre, on va demander à Paul. Paul va... Et Dominique complétera. Effectivement, la marque Bois de France, aujourd'hui, on voit quand même ça comme un grand chapeau, parce que si on regarde le secteur de la construction bois aujourd'hui, on est à peu près à 30% des bois qui viennent de France par rapport au reste qui vient pour l'instant de l'étranger. Donc on a déjà une grande marge de progression. Après, il s'est monté, je pense que Dominique des communes forestières, de nombreuses marques territoriales qui sont une dynamique très positive, mais il faut faire aussi très attention vis-à-vis des territoires et des maîtres d'ouvrage qui se lancent dans la construction bois, à part de faire des promesses qu'on ne pourra pas tenir. Parce qu'il y a certaines opérations magnifiques, tu en parleras peut-être, moi j'ai en tête des opérations avec le bois des Alpes, mais aujourd'hui par exemple si la métropole de Lyon se mettait à dire je vais construire 100% de mes opérations en bois des Alpes, on ne serait pas encore nécessairement en capacité de fournir complètement. Donc c'est pour ça qu'il y a des accords qui ont déjà été entre la marque Bois de France et les marques territoriales sur lesquelles on s'est mis d'accord. Mais voilà, on a aussi vis-à-vis des maîtres d'ouvrage publics, privés, les grands promoteurs et les grands territoires qui se mettent à la construction bois, on doit aussi avoir un discours de vérité pour pas ensuite décevoir sur nos capacités réelles de production de l'ensemble de la filière. Je te laisse compléter. Oui, alors effectivement, donc, ce que vient de dire Paul est tout à fait juste. On n'a pas aujourd'hui, avec les marques de territoire, la possibilité de fournir tous les produits, bien évidemment. En revanche, si vous voulez, ce qui a justifié, ce qui a incité à la création de ces marques de territoire, c'est les règlements des marchés publics. Aujourd'hui, il était impossible pour un maître d'ouvrage public de pouvoir obtenir que le bois qu'il allait utiliser dans sa construction vienne de son territoire ou des entreprises voisines de son territoire, puisque je rappelle quand même que l'élu local a aussi comme fonction d'être un aménageur. Donc on a essayé de répondre à cette injonction, si j'ose dire, en disant on va créer ces marques de massif, puisque c'était une échelle qui pouvait nous convenir, pour pouvoir rentrer dans aujourd'hui les règles des marchés publics. Et c'est ce qui a été fait. Donc les marques de territoire de Bois des Alpes, Bois du Massif Central permettent aujourd'hui, et c'est le cas dans ma commune, moi je viens de faire un centre de tri postal avec du bois du Massif Central, c'est du Douglas, qui a fait le bardage. Si vous voulez. En revanche, j'ai pas tout le bois utilisé dans ma construction n'a pas pu être labellisé Bois du Massif Central, mais ça m'a permis de choisir l'entreprise qui était en mesure de le faire. Alors, cette notion de traçabilité physique, bon, elle est très exigeante, elle correspond à la règle des marchés publics. Et elle est aussi, par rapport à notre marque dont on parle, notre label Bois de France, c'est aussi le fait que
Bois des Territoires du Massif Central ou Bois des Alpes s'inscrivent dans Bois de France, c'est aussi quelque chose qui cautionne l'idée de Bois de France, qui permet de dire, ben, dans la mesure du possible, le Bois de France, il a une traçabilité absolue et constatée. Donc, si vous voyez, ces marques se renforcent en fait. Et bien évidemment, on n'est pas en mesure de fournir toutes les essences, tous les produits avec la certification Bois des Alpes, Bois du Massif Central. Donc aujourd'hui, il faut qu'on réponde à cette... Merci beaucoup. On va passer à une autre question, puisque... Alors une dernière question de Claire Thibault d'Architecture Bois. Comment allez-vous communiquer auprès du grand public pour valoriser les ouvrages à structure bois, que ce soit des maisons ou des bâtiments? Comment est-ce qu'on va communiquer alors peut-être Oui, on va... Allez-y. Paul, Ouais. Paul, tu interviens? Oui, peut-être pour parler d'un prix donc, qui s'appelle le prix national de la construction bois, qui valorise via les interprofessions régionales. En fait, d'abord, on a un prix régional dans chaque région, que ce soit les ouvrages privés, les ouvrages publics, dans le logement, des gymnases, donc pour bien montrer toute la valorisation et les savoir-faire du bois dans la construction. Et ensuite, ça s'est regroupé dans un grand prix national. Donc, je pense qu'Architecture Bois le connaît bien, mais c'est toujours quelque chose qu'il faut montrer parce que c'est quelque chose qui existe depuis 10 ans aussi. Donc, c'est pour montrer qu'on est plutôt à l'échelle des prototypes et que voilà, il y a des centaines d'ouvrages, voire maintenant des milliers qui ont lieu partout en France. Donc, ça, c'est une première chose. Et peut-être, je ne sais pas si tu veux compliquer dans une communication plus nationale. Je pense que mais Fabrice effectivement. a un mot à dire à ce sujet. Oui, je pense que les entreprises du secteur du bâtiment, les promoteurs, les constructeurs ont un rôle important à jouer pour valoriser ces belles opérations auprès de leurs collaborateurs, auprès des pouvoirs publics, des clients publics, privés, auprès des étudiants. On en a parlé tout à l'heure, Oui. la formation c'est très important, les architectes, les étudiants architectes, les ingénieurs en bois. Donc on a effectivement à mieux valoriser tous ces beaux bâtiments en bois. Peut-être que tu pourrais développer justement l'action que vous menez par rapport à cela, parce que je pense que ça fait partie également de la communication en général. Effectivement, ça a été dit, la formation, le besoin en personnel qualifié, en tout cas pour le secteur du bâtiment en particulier, depuis le compagnon ouvrier jusqu'à la direction des entreprises, il y a un besoin très fort en formation. Effectivement, sur le plan des compagnons sur le chantier qui vont passer du métier de coffreur-bancheur au métier de charpentier, il y a beaucoup de formations à faire et récemment une académie des matériaux biosourcés et de la mixité des matériaux a été construite, initiée. Et l'idée, c'est de former des compagnons qui étaient jusque-là qualifiés pour le bâtiment, dans des modes constructifs traditionnels, de les former à la mixité des matériaux, au biosourcé, au bois, et d'en profiter pour faire un outil d'insertion. Voilà. Donc ça ne répond pas forcément à la question sur la mise en valeur des ouvrages en bois, mais si, ça contribue. Ça contribue énormément, aussi. je pense. C'est la communication au sens large, Oui. plus généralement. Merci beaucoup, Fabrice. Écoutez, je pense qu'on a terminé. Nous vous remercions de nous avoir accompagnés. Je devais intervenir en tant que maître du temps. Jean-Michel, j'ai l'honneur et l'avantage de t'annoncer qu'il est 11h. Merci beaucoup à vous toutes et à vous tous. Juste petite précision, donc les éléments normalement vous ont été transmis, le manifeste, le dossier de presse, la conférence de presse sera également disponible en replay. Pour la moindre question, puisqu'évidemment on a bien vu qu'on manquait un petit peu de temps, au sens où vous pourriez avoir d'autres questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. À ce moment-là, vous rentrez en relation avec notre service presse, dont vous trouverez les coordonnées sur le dossier de presse et qui sont aussi également là en ce moment affichés à l'écran. Voilà, merci de votre attention et à bientôt. Merci. Au revoir.